il n'est pas possible aujourd'hui que quelqu'un de sensé pense que M. Biya-Paul est en capacité aujourd'hui de nous gouverner en 2025. C'est pas possible. Vous connaissez quand est-ce qu'il y a, je ne veux pas citer tout ce que tout le monde cite, quand j'accepte en tant que républicain, juriste, que quelle que soit l'appréhension que j'ai sur une élection comme celle de 2018, quand on a dit Biya-Paul est vainqueur, je suis républicain, j'ai dit Monsieur le Président de la République, Monsieur Biya-Paul. Et il est le Président de la République. Ça veut dire qu'il accepte avec tout ce que cela entoure, c'est-à-dire la charge. Et il n'accepte pas que c'est la photo qui me dirige. Il n'accepte pas que, dès qu'on a fini avec le Conseil constitutionnel, il signe un document, il donne à un gars, délégation permanente de signature, délégation permanente de pouvoir, haute instruction, je suis géré par les hautes institutions. C'est une insulte permanente que le pays soit géré par haute institution qui se contredisent et qui pille notre pays comme on est en train d'aller. Les hautes institutions sont en traduction de l'incapacité à diriger de celui qui a prêté serment, c'est-à-dire qui n'est plus là. Et nous ne sommes pas là pour voter quelqu'un qui va agir par haute instruction ou par délégation express de pouvoir. C'est pas possible. On veut quelqu'un qui est en capacité de gérer au quotidien. De dire j'ai un gouvernement. Quand on dit que ce ministre a volé, que la Chambre des comptes, la Chambre des comptes oui, sort son rapport, index nommément des individus qui sont donnés des indélicatesses avec l'argent public. On veut un président de la République qui, parce qu'il respecte cette institution que la Cour suprême, que la Chambre des comptes est l'une des chambres, qui se lève en tant que président de la République et dit, ce monsieur, en attendant qu'on voit clair la situation, il le met de côté. Quand je passe réaction 1 an, 2 ans après, ça veut dire que je ne suis pas gouverné, M. Biya ne gouverne pas. Quand la CONAC vient faire son rapport, c'est une institution créée par M. Biya-Paul, dit voilà les hommes qui vous ont mis au gouvernement, dans son rapport il y a ceci, indélicatesse, ces gars sont encore là, 10 ans après, ils sont toujours ministres sans avoir été changés, ça veut dire que M. Biya ne gouverne pas. Parce que s'il gouverne, c'est celui que j'ai accepté en 2018, il doit se lever et dire je n'insulte pas mon peuple. Quand on dit que notre argent a été détourné par tel individu, peut-être qu'on a menti sur lui, peut-être que la Chambre des comptes ou bien la CONAC n'a pas dit les conneries. Et dans ce cas, je le mets d'abord un peu de côté, le temps que la justice fasse son temps, et je nomme quelqu'un d'autre à sa place. Il n'y a plus eu de gouvernement depuis 2018. Ils sont tous là, avec tout ce que chacun a comme tâche pour un certain nombre de gens. Je ne veux pas pour autant dire que tout le gouvernement est méchant. Il y a des bons ministres que je connais très bien, qui font leur boulot, ça c'est un autre débat. Mais je suis là pour débattre sur la capacité de M. Biya-Paul à prétendre être président de la République. Les conditions ne sont plus remplies pour qu'il continue de prétendre qu'il doit nous gouverner. M. Biya-Paul a rompu la dernière considération qu'on avait encore pour lui. Il avait encore l'excuse de l'entourage qui l'a enfermé prisonnier. Mais comme nous savons aujourd'hui que les micro-entités systémiques que lui-même il a construites, aujourd'hui, sont dans l'incapacité de survivre après lui. Il veut nous imposer même survivre avec sa photo. Et il assume cette position aujourd'hui. Je pense que s'il refuse de se reposer comme beaucoup l'ont demandé, il faudrait quand même que les uns et les autres tirent les conséquences qui s'imposent. Comme l'a dit quelqu'un personnellement, ayant vu mes grands-parents, ceux qui n'ont pas été tués pendant le maquis, ceux qui sont là aujourd'hui, lorsque vous avez atteint 90 ans, oui, vous êtes à ma charge et non l'inverse. C'est-à-dire que M. Biya-Paul devrait aller se reposer et nous on s'occupe de lui, avec une retraite très intéressante. Ceux qui postulent encore, tout le monde est libre, tous les citoyens sont libres d'être candidats, mais moi je ne suis pas libre d'accepter aller mourir alors que je sais que la voiture qui me conduit va me conduire à la mort. Donc par conséquent, je pense qu'il faut tirer un chapeau à M. Sadi. M. Sadi, et qui très souvent est très modéré, c'est très important de le RDPC n'a pas que de mauvaises personnes, tu vois, Samuel. Il y a des bonnes personnes aussi au RDPC. Donc M. Sadi a quand même compris, il a compris le peuple. Il s'est rendu compte que c'était une très grosse insulte de dire que M. Biya-Paul... Vous aurez la parole, Samuel Moto. Oui. Mais son message d'apaisement était important. De dire que des gens peut-être sont trompés en inscrivant quelques paragraphes confus dans son discours. C'est comme ça que j'ai compris le message de M. Sadi. Hein. J'ai dit avec mes mots que, attends, M. Biya n'a pas dit qu'il est candidat. Il n'a pas encore dit. En temps opportun, il saura le dire. Donc, comme pour dire qu'à la réalité, vous avez compris ce que vous avez compris, mais c'est pas comme ça. Donc, ça veut dire qu'au moins, il y a une frange de personnes au RDPC qui comprennent que... Donc, en fait, la sortie du ministre avait pour but de faire redescendre la pression. Oui, de redescendre la pression et de dire quand même qu'il y a une possibilité que certains qui avaient perdu la raison, même sans passer au sang de Jamon, retrouvent leur raison. C'est très important de le dire. Oui. Donc, il y a au moins cette biais d'espoir. Mais il n'est pas possible aujourd'hui que quelqu'un de sensé pense que M. Biya-Paul est en capacité aujourd'hui de nous gouverner en 2025. C'est pas possible.
Vous connaissez quand est-ce qu'il y a, je ne veux pas citer tout ce que tout le monde cite, quand j'accepte en tant que républicain, juriste, que quelle que soit l'appréhension que j'ai sur une élection comme celle de 2018, quand on a dit Biya-Paul est vainqueur, je suis républicain, j'ai dit Monsieur le Président de la République, Monsieur Biya-Paul. Et il est le Président de la République. Ça veut dire qu'il accepte avec tout ce que cela entoure, c'est-à-dire la charge. Et il n'accepte pas que c'est la photo qui me dirige. Il n'accepte pas que, dès qu'on a fini avec le Conseil constitutionnel, il signe un document, il donne à un gars, délégation permanente de signature, délégation permanente de pouvoir, haute instruction, je suis géré par les hautes institutions. C'est une insulte permanente que le pays soit géré par haute institution qui se contredisent et qui pille notre pays comme on est en train d'aller. Les hautes institutions sont en traduction de l'incapacité à diriger de celui qui a prêté serment, c'est-à-dire qui n'est plus là. Et nous ne sommes pas là pour voter quelqu'un qui va agir par haute instruction ou par délégation RPS de pouvoir. C'est pas possible. On veut quelqu'un qui est en capacité de gérer au quotidien. De dire j'ai un gouvernement. Quand on dit que ce ministre a volé, que la Chambre des comptes, la Chambre des comptes oui, sort son rapport, indexe nommément des individus qui sont donnés des indélicatesses avec l'argent public. On veut un président de la République qui, parce qu'il respecte cette institution que la Cour suprême, que la Chambre des comptes est l'une des chambres, qui se lève en tant que président de la République et dit, ce monsieur, en attendant qu'on voit clair la situation, il le met de côté. Quand je passe réaction 1 an, 2 ans après, ça veut dire que je ne suis pas gouverné, monsieur Biya ne gouverne pas. Quand la CONAC vient faire son rapport, c'est une institution créée par monsieur Biya-Paul, dit voilà des hommes qui vous ont mis au gouvernement, dans son rapport il y a ceci, indélicatesse, ces gars sont encore là, 10 ans après, ils sont toujours ministres sans avoir été changés, ça veut dire que monsieur Biya ne gouverne pas. Parce que s'il gouverne, si c'est celui que j'ai accepté en 2018, il doit se lever et dire « Je n'insulte pas mon peuple ». Quand on dit que notre argent a été détourné par tel individu, peut-être qu'on a menti sur lui, peut-être que la Chambre des comptes ou bien la CONAC n'a dit les conneries. Et dans ce cas, je le mets d'abord un peu de côté, le temps que la justice fasse son temps, et je nomme quelqu'un d'autre à sa place. Il n'y a plus eu de gouvernement depuis 2018. Ils sont tous là, avec tout ce que chacun a comme tâche pour un certain nombre de gens. Je ne veux pas pour autant dire que tout le gouvernement est méchant. Il y a des bons ministres que je connais très bien, qui font leur boulot, ça c'est un autre débat. Mais je suis là pour débattre sur la capacité de M. Biya-Paul à prétendre être président de la République. Les conditions ne sont plus remplies pour qu'il continue de prétendre qu'il doit. C'est-à-dire le mal c'est nous les acteurs qui sont... Hein, c'est-à-dire que... Mais l'exemple de 92, il faut peut-être que ce soit l'exemple qu'on doit prendre, et vous avez totalement raison. Avec la coalition autour du SDF. La question, c'est le messianisme qui tue l'opposition aujourd'hui. Et en 92, ça a réussi parce que justement, on avait dépassé cette question de messianisme. Et ce que certains occultent de dire, dans l'expression, juste pour qu'on... c'est qu'en 92, la seule nuance que je voulais apporter, c'est qu'on ne va pas chercher Founé. On négocie un gouvernement de transition. Ça, c'est important. Et c'est ça qui va être le nœud du problème. Si l'opposition actuelle n'est pas capable de comprendre que c'est collectivement qu'il faut renverser le régime asservissant de Yaoundé, que c'est par un individu qu'on va accompagner, ça ne va pas marcher. Donc je veux prier seulement Célestin d'inverser le paradigme sur cette question pour rester dans l'alliance que vous construisez, que j'apprécie beaucoup. Il faut inverser le paradigme, on ne va pas chercher un providentiel. Il faut négocier un gouvernement. Il faut négocier comment collectivement ça se gère. Et en 92, ça a été négocié. Ça veut dire que l'équipe qui partait battre en 92 et savait presque à tout, on savait que dès qu'on a gagné, on sait qui est le premier ministre. C'était mieux, c'était pas un problème. Et donc les différents postes étaient organisés et chacun savait ce qu'il gagnait parce que l'histoire de dire bon on va aller et puis on met quelqu'un il va décider, non ça marche pas. Aujourd'hui même, comme il vient de le dire, si vous ne mettez pas un collectif, parce que moi j'étais dans la cellule de communication de 92. Et ça, c'est très important de le dire. Et c'est moi qui étais le rapporteur général de la cellule de communication. Et j'étais le plus petit de cette campagne-là, de la direction de cette campagne-là, le plus petit à l'époque, mais c'est moi qui étais le rapporteur général. Et le plus jeune, si on peut pas là, c'était merci mon gars. Et donc Charlie Gabriel Bock, qui en était le président de cette cellule de communication, travaillait avec moi. Je travaille avec lui, pour la stratégie globale. Et Maurice, le professeur Maurice, est venu nous trouver à la cellule quelques 2 semaines avant la fin de la campagne. Et on a continué de travailler avec. Il dit Maurice Camteau, je parle. Oui. Et donc, il y avait une négociation claire d'un leadership, mais dans le cadre d'une prise de pouvoir collective. J'ai fermé ma parenthèse. Merci, mais avant de repasser la parole à certains domaines, je voulais quand même vous poser la question de savoir, est-ce que le discours que tiennent certains chantres notamment, ou alors certains initiateurs de cette coalition de l'opposition, je veux parler du cas de l'honorable Jean-Michel Nietzsche, lui qui a déjà choisi son candidat,
et qui dit que la coalition ne peut pas fonctionner sans un autre candidat que celui qui a été choisi par sa coalition. Est-ce que ce type de discours n'est pas porteur des germes de la destruction d'une coalition de l'opposition? Vous allez assumer tout ce que je vais recevoir avec la permission de Célestin, ton temps de parole que je prenais. Voilà celui qui te donne le bâton. Vous allez assumer tout ce que je vais recevoir après. C'est ce que vous voulez que je dise. Mais en fait, aujourd'hui, à mon âge, j'ai pas besoin de... Je m'occupe pas de ce que les gens vont dire. Je dis ce qui peut aider les Camerounais. Et j'affirme ici que la posture qui a été celle que vous dites a été la pire des postures qu'on devrait attendre. C'est très important pour moi. Et je ne pense pas qu'il est possible. Ce leader qui est pour moi un leader crédible, qui peut conduire une transition, on n'a pas besoin de le faire passer par la fenêtre alors qu'il peut passer par la porte. Les leaders politiques, quels qu'ils soient, ont leur ego. Venir dire, voilà, je suis le plus beau, si vous ne me suivez pas, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Puisque même pour l'ego, même celui qui ne représente rien vous dira, je ne viens pas avec toi, parce que tu as dit que tu te fixes et je te suis. Et ça, ce n'est pas productif. Et Jean-Michel Nitieux, l'honorable, je crois qu'il le sait, et lui seul peut justifier pourquoi il a positionné cette opération de cette manière. Parce qu'en positionnant cela, ça fait directement qu'il crée un certain nombre d'adversaires pour Maurice Kamto, qui n'auraient jamais été ses adversaires si le problème était posé autrement, et que dans une autre démarche, on faisait émerger Maurice comme étant le candidat. Mais en l'imposant comme ça crée des inimitiés qui n'étaient pas nécessaires. Et ces inimitiés-là ne sont visibles aujourd'hui. Est-ce que ces inimitiés-là ne sont pas l'origine de ce qu'on observe autour de ce rêve de pouvoir voir une opposition aller en rang serré à l'élection présidentielle d'octobre prochain? Bien sûr, l'inimité est nourrie par quoi? Par un esprit pervers qui ne mesure pas la